Salut à tous, bienvenue au jardin de Luchan. Enfin aujourd'hui on n'est pas vraiment au jardin, impossible de tourner une vidéo dehors, le temps est vraiment pourri depuis plusieurs semaines, c'est trempé, là il pleut également. Donc j'ai été obligé de me rabattre à l'intérieur, alors je suis désolé, le cadre derrière est moins sympa que si j'étais dans le jardin. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous proposer cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à la rusticité des plantes. Connaître la rusticité d'une plante, c'est un facteur très important si vous ne voulez pas la perdre pendant l'hiver. Mais on va voir que ce n'est pas simplement le froid qui rentre en compte quand on parle de rusticité. On va voir qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc on va déjà essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la rusticité d'une plante. Ensuite on va voir quels sont les facteurs qui sont éventuellement aggravants. Et puis j'essaierai également de vous proposer quelques petites astuces, quelques conseils pour éventuellement augmenter la capacité d'une plante à résister au froid en hiver, de façon à ce qu'elle puisse de nouveau au printemps refaire du feuillage, refaire des fleurs ou éventuellement fructifier. La rusticité, c'est pas quelque chose de difficile à comprendre, c'est tout simplement la capacité que va avoir une plante à affronter les rigueurs de l'hiver, à les surmonter, de telle sorte qu'elle soit justement capable de traverser cette saison sans en souffrir vraiment et au printemps suivant d'être capable de repousser et de fleurir correctement, de fructifier, etc. Bien sûr, le froid, c'est-à-dire les températures, c'est le premier facteur auquel on va penser quand on parle de la rusticité d'une plante. Vous avez sûrement remarqué qu'en automne, beaucoup de plantes dites caduques perdent leurs feuilles, se délestent de leurs feuilles. C'est tout simplement pour économiser leurs besoins en eau, limiter l'évaporation et automatiquement, s'il y a moins de surface exposée au froid, la plante va moins souffrir de ces températures basses. Les plantes persistantes, de leur côté, elles vont garder leur feuillage, mais vous remarquerez que ce sont souvent des feuillages qui sont assez épais, qui sont éventuellement lustrés, vernissés, ou alors ce sont de toutes petites feuilles, je pense par exemple aux conifères, qui n'ont pas vraiment de feuilles telles qu'on les voit sur d'autres arbres, mais des aiguilles. Tout ça, ça limite l'évaporation de l'eau, et puis ça limite également l'emprise du froid sur la plante. Alors le froid, pourquoi c'est dangereux pour vos plantes? Tout simplement parce que quand il va faire vraiment très froid, et en particulier quand il va commencer à geler, l'eau qui est contenue à l'intérieur des tissus va gonfler, comme l'eau que vous mettez dans votre congélateur et qui forme des glaçons. L'eau va gonfler et peut à terme faire exploser carrément les tissus de la plante et la faire mourir. Mais le froid, il n'a pas un impact uniquement sur les parties aériennes de la plante, celles qui sont exposées à l'air libre. Il se passe également des choses sous terre, à savoir que s'il gèle pendant un petit moment et que le sol gèle, l'eau qui est contenue dans le sol va également geler. Et l'eau qui est gelée n'est plus assimilable par les racines, puisqu'elle n'est plus sous forme liquide, et les plantes peuvent du coup souffrir également de soif. Donc vous pouvez très bien avoir des plantes qui ne souffriraient pas spécialement du froid en lui-même, mais qui peuvent mourir de soif pendant l'hiver. C'est particulièrement vrai pour certaines plantes qui sont cultivées en pot, puisque dans un pot, vous avez beaucoup plus de surface qui est exposée, beaucoup plus de surface du substrat qui est exposée au froid, puisque dessus, vous avez comme en pleine terre le froid qui va taper, mais vous avez également les parois du pot qui peuvent se refroidir la terre qui est à l'intérieur et donc les racines. Et vous avez également le contact du pot avec le sol, donc le froid peut remonter par le sol dans le pot. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs qui augmentent justement l'emprise du froid sur votre plante. Vous le savez certainement, mais toutes les plantes ne sont pas armées de la même façon pour affronter le froid. Certaines plantes vont commencer à souffrir dès 5 degrés, donc il n'y a même pas besoin qu'ils gèlent. 5 degrés, ça va peut-être déjà suffire à faire souffrir votre plante. Il y en a d'autres qui vont simplement souffrir à partir du moment où ils commencent à geler, voire mourir quand ils commencent à geler. Et puis, alors je pense par exemple aux plantes d'origine tropicale ou subtropicale qui ont besoin de chaleur pour vivre. Et puis à côté de ça, vous avez des plantes qui sont capables de résister à des températures de l'ordre de moins 20 voire moins 30 degrés. On en retrouve dans plein de parties de la planète. On en retrouve également en montagne, ce qu'on appelle les plantes alpines, qui sont tout à fait armées pour résister au froid. Alors on remarquera que les plantes alpines, ce sont souvent des plantes assez basses, au ras du sol, assez étalées, ce qui leur permet justement d'éviter d'être trop exposées au froid et de résister un petit peu mieux à cette période hivernale. En jardinage, on fait toujours la distinction entre les plantes annuelles, les plantes vivaces et les plantes bisannuelles. Alors les plantes annuelles, elles vont en général germer au printemps, faire leur cycle sur toute la saison, c'est-à-dire produire des tiges, des feuillages, des fleurs, éventuellement des fruits, et puis elles vont forcément mourir, même s'il ne fait pas spécialement froid, elles vont mourir à la fin de l'année, pendant l'hiver. Elles vont éventuellement se ressemer, ou dans tous les cas, il faudra les remplacer d'une année sur l'autre. Les bisannuelles, ce sont des plantes qui en général la première année font leur feuillage et commencent à former un petit peu leur structure, et puis l'année d'après, c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à former leurs tiges, leurs fleurs, leurs fruits, etc. Et enfin on a les vivaces. Donc une vivace, c'est une plante qui est capable de rester en place dans un jardin plusieurs années de suite sans mourir.
Alors certaines vivaces qui sont particulièrement bien rustiques, il ne va pas y avoir de soucis, elles vont traverser les années sans problème. Il y a d'autres plantes qui sont a priori des plantes vivaces dans leur pays d'origine, parce que le climat et les températures leur permettent de passer les différentes saisons sans souci. Mais ces plantes-là, elles peuvent très bien se comporter comme des annuelles chez nous, parce que justement le froid va avoir un effet dévastateur sur elles. Et donc ce sont des plantes qu'on utilise une année, qui meurent et qu'on va être obligé de réinstaller l'année suivante. Alors parmi ces vivaces, certaines vont vous donner le sentiment de mourir pendant l'hiver, parce que vous avez toutes les parties aériennes de la plante qui vont disparaître sous l'effet du froid, sous l'effet du gel. Mais en fait c'est juste une apparence, parce que tout ce qui est sous terre, tout le système racinaire qui est sous terre, lui, est en dormance. Parfois même, il continue un petit peu à se développer pendant l'hiver. Et l'année d'après, la plante va reformer un nouveau sujet qui va souvent être un petit peu plus étoffé que l'année précédente. Et d'année en année, comme ça, votre vivace va gagner en ampleur et en opulence. Donc ne soyez pas forcément inquiets si vous voyez disparaître les parties aériennes d'une plante pendant l'hiver. C'est tout à fait normal. Il y a plein de plantes qui adoptent ce mode de protection pour passer la saison sans problème. Quand on habite dans une région depuis un petit moment, en général on connaît son climat, on connaît les températures qu'il peut faire en été, en hiver, on sait quelles sont les températures négatives qu'on peut avoir à affronter pendant l'hiver et puis quelle est leur durée. Mais il se peut aussi que vous arriviez dans une région que vous ne connaissez absolument pas, ou alors vous n'ayez pas trop fait attention à tous ces facteurs-là. Donc sachez que pour nous aider, nous les jardiniers, il y a des cartes qui existent et qui nous indiquent les différentes zones de rusticité d'une région à l'autre. Ces cartes, elles nous permettent de connaître les températures les plus froides qu'il peut faire en général dans une région. Alors sachant que c'est pas une panacée, c'est pas quelque chose d'hyper précis, d'autant plus que ces dernières années, le climat change, on l'a vu. On a des hivers qui sont parfois beaucoup plus doux, et puis d'autres années de nouveau le climat qui devient un petit peu plus froid. Mais en tout cas, ces cartes avec les zones de rusticité, c'est un bon indicateur déjà pour avoir une petite idée justement des températures qu'il peut faire dans notre région. Et puis en comparant avec les données qu'on peut trouver sur Internet ou qu'on peut trouver dans les livres, dans les ouvrages spécialisés sur la rusticité des plantes, ça va nous aider à faire notre choix. On va regarder que telle plante, elle est rustique jusqu'en zone 8, celle-là jusqu'en zone 5, etc. Donc ça nous permet quand même un petit peu d'éviter des déconvenues et des problèmes liés justement au froid. On trouve très facilement ce genre d'informations, ce genre de cartes sur Internet ou dans les ouvrages spécialisés. Alors justement, je vous en affiche une à l'écran. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors on voit ici par exemple qu'en Béarn, en fait, grosso modo, on est en zone 8. C'est-à-dire qu'en moyenne, les températures, elles ne vont pas descendre en dessous de moins 12 degrés, voire moins 9 degrés, puisqu'on peut remarquer qu'en fait ici, on a deux zones. On est en zone 8A et 8B. Donc avec quelques petits degrés de différence. Alors en pratique, ce qui se passe ici, c'est que c'est très rare qu'on ait les températures qui sont annoncées sur ces zones-là. Il arrive qu'il fasse moins 7, moins 8 degrés ici en Béarn, c'est quand même assez rare, voire très rare. Et puis surtout, ça ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on va avoir des températures qui peuvent descendre un petit peu pendant la nuit. Et puis en fait, en journée, les températures remontent un petit peu. Donc ça aussi, on le verra tout à l'heure, c'est un facteur qui est important, la durée de la période de froid. Si on regarde à nouveau la carte, on se rend compte que les régions situées plutôt à l'est de la France, elles sont classées en zone 7 et en zone 6, en fait ce sont des régions qui sont bien plus froides et que là les températures peuvent descendre de moins 15 à moins 23 degrés. Alors j'arrondis volontairement les chiffres pour que ce soit plus digeste, parce qu'il y a des virgules mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. En revanche, les régions du littoral atlantique, qui sont sous climat océanique, bénéficient d'un climat beaucoup plus doux et c'est plutôt comme chez moi, donc en zone 8. Alors que les régions qui sont situées sur le pourtour méditerranéen, qui sont en zone 9 et 10, bénéficient d'un climat beaucoup plus doux et il est assez rare quand même qu'il y gèle. Alors, en revanche, les plantes qui sont installées dans ces régions, bien sûr, elles ne vont pas souffrir du froid en hiver, mais elles risquent de souffrir au contraire de la sécheresse, du vent et de la chaleur en été. Mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va rester uniquement concentré sur la rusticité et le froid et son impact sur les plantes. Bref, en fonction de la région dans laquelle vous habitez, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes températures hivernales et donc toutes les plantes ne peuvent pas s'adapter dans toutes les régions de France. Il y a des plantes qui peuvent très bien pousser ici parce qu'il ne fait pas très froid et qui ne pousseront pas par exemple dans l'est de la France parce qu'il y fait beaucoup trop froid l'hiver et qu'automatiquement la plante risque d'en mourir.
Mais attention, parce que cette simple notion de température, elle ne suffit pas à définir la rusticité d'une plante. On va voir qu'il y a d'autres facteurs et que ces facteurs sont parfois presque plus importants que le froid lui-même. On est tous habitués à regarder la météo à la télé. Et quand on voit la météo à la télé, on nous annonce certaines températures, mais souvent on nous donne une deuxième température qui est la température ressentie. C'est tout simplement donc l'effet du vent qui va faire que souvent, quand il fait par exemple 5 degrés, vous allez vous dire bon il fait 5 degrés, il fait pas si froid que ça, vous sortez dans le jardin, vous sortez en ville, et puis en fait vous avez un bon petit vent froid, bien glaçant, qui vous donne l'impression qu'il fait en réalité beaucoup plus froid que 5 degrés. Et pour les plantes c'est la même chose, une plante qui subit uniquement l'effet du froid pourra l'affronter beaucoup plus facilement que si vous rajoutez le facteur vent qui va lui donner le sentiment qu'il fait encore plus froid qu'en réalité. Donc quand on va choisir d'installer une plante au jardin, on va faire attention justement à l'emplacement de telle ou telle plante par rapport au vent dominant et par rapport justement à l'impact que peut avoir ce vent sur les températures hivernales. Je vous en reparlerai à la fin en vous donnant 2-3 conseils pour éventuellement vous aider à protéger justement vos plantes du vent en hiver. L'humidité et la pluviométrie sont deux facteurs qui sont très importants. Quand on parle de rusticité d'une plante, c'est même presque plus important que le froid lui-même. Enfin, on va dire que c'est l'effet conjugué du froid et de l'humidité qui peut être vraiment très néfaste pour une plante. En effet, s'il fait froid et qu'en plus vous avez un sol qui est lourd, qui est gorgé d'eau, qui retient l'eau en hiver, l'air ne peut plus vraiment circuler, les échanges gazeux ne vont plus se faire de la même façon, les racines risquent d'être complètement étouffées, asphyxiées par cette eau stagnante, et elles peuvent finir par pourrir et par mourir, et donc par faire mourir également votre plante. Donc on voit régulièrement des jardiniers qui arrivent à cultiver chez eux des plantes qui a priori ne sont pas destinées à leur climat parce qu'il y fait un petit peu trop froid, mais en les ayant installées dans des sols qui sont drainés, c'est-à-dire qu'ils vont laisser l'eau s'infiltrer dans le sol beaucoup plus rapidement, et ils se rendent compte que finalement ces plantes elles arrivent à résister au froid, simplement parce qu'on a évité la conjugaison du froid plus de l'humidité stagnante. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'ici, des fois, il faisait froid en hiver, -7, -8, que c'était très rare et que surtout, les températures remontaient rapidement en journée. Ce facteur de la durée de la période de froid est également très important pour la rusticité d'une plante. Pour s'en convaincre, il suffit de faire un test rapide, vous en êtes sûrement déjà rendu compte. Si par exemple vous sortez dans votre jardin pour aller chercher le courrier par exemple, ou pour aller chercher du bois à mettre dans la cheminée, vous sortez 2 minutes, vous rentrez avec votre courrier ou avec vos bûches pour la cheminée, vous avez ressenti le froid, mais bon, il n'y a pas eu de souci, dès que vous rentrez dans la maison, ça va beaucoup mieux. En revanche, imaginez que vous sortiez dans votre jardin et que vous restiez immobile au milieu de votre jardin pendant une demi-heure. Là, l'effet ne va pas du tout être le même, c'est-à-dire que quand vous allez, déjà vous allez commencer à bien ressentir le froid qui pénètre à l'intérieur, et puis quand vous allez rentrer, même une fois au chaud, il va vous falloir un certain temps pour arriver justement à vous réchauffer. Pour vos plantes, en gros, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous avez un froid même un petit peu intense, mais bref, ça aura moins de conséquences qu'un froid même un petit peu moins marqué, mais qui va durer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le froid, quand il dure pas très longtemps, il va rafraîchir un petit peu l'air, il va peut-être attaquer un tout petit peu les tissus, mais très rapidement la plante va réussir à s'en remettre. Alors que si ce froid dure, et s'il gèle par exemple, qu'il gèle longtemps, vous avez aussi le sol qui va commencer à geler. Et si le sol gèle, et de plus en profondeur, à ce moment-là, on se retrouve avec le problème dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, de ce problème d'eau qui n'est plus disponible pour les racines et qui peut faire mourir la plante. Alors bien sûr, toutes les plantes qui ont un système racinaire en surface, plutôt superficiel et étalé, c'est quand même souvent le cas des plantes dites acidophiles, des plantes de terre de bruyère qui ont souvent un système racinaire assez superficiel, par exemple les camélias. Automatiquement, les premiers centimètres du sol, c'est ceux qui gèlent en premier, et donc les racines qui sont dans ces premiers centimètres vont être les premières à subir le froid. Et s'il n'y a pas de racines profondes, un système racinaire profond sous le sol, la plante va se retrouver très vite privée d'eau et donc va en souffrir très rapidement. De nouveau, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques petites astuces pour peut-être permettre à ces plantes de supporter un petit peu plus le froid, même s'il dure un peu plus longtemps.
L'âge d'une plante a également son importance dans sa résistance au froid. Mais alors là, contrairement à tout ce que je vous ai dit depuis le début, la comparaison avec les êtres humains me paraît pas tout à fait appropriée. J'en veux pour preuve tous les ados que je peux voir dans la rue en plein hiver, des gamins de 15-16 ans, qui se baladent en t-shirt et qui n'ont pas l'air d'avoir froid du tout, alors que moi j'ai la doudoune, l'écharpe et il n'en faudrait pas moins parce que sinon je commencerais vraiment à avoir très très froid. Bah pour les plantes, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'une plante qui est jeune, elle n'est pas encore très armée pour résister au froid. Ses tissus sont jeunes, sont souvent gorgés d'eau, le bois ne s'est pas lignifié, le système racinaire ne s'est pas encore développé, donc elle est beaucoup plus exposée au froid qu'une plante mature qui a développé tout un tas de stratégies de façon à résister aux températures négatives. Donc ces jeunes plantes, il faudra les surveiller peut-être un petit peu plus que des plantes qui sont matures et qui sont installées au jardin depuis plusieurs années, parce que ces jeunes plantes peuvent être plus facilement atteintes par le froid et plus rapidement que d'autres qui sont là dans le jardin depuis un certain temps. L'exposition, c'est bien sûr également un facteur important. Alors ce qu'on appelle l'exposition, c'est tout simplement est-ce que la plante est au soleil, à mi-ombre ou à l'ombre, c'est-à-dire le nombre d'heures d'ensoleillement dont elle bénéficie chaque jour. Alors on a tous remarqué et tous tendance à le faire, quand on est dehors et qu'il fait froid, par une belle journée, on va aller plutôt chercher à se mettre au soleil, parce qu'on sait très bien que même si le soleil est un petit peu faible en hiver, les quelques rayons du soleil qui vont nous taper sur le visage vont quand même nous donner un sentiment qui fait un peu moins froid, donc vous nous apportez une sensation de chaleur. Toute proportion gardée bien sûr. Alors quand il fait beau, que le ciel est bien dégagé, qu'il y a un grand soleil, il est possible aussi qu'il fasse un peu plus froid, parce qu'une couverture nuageuse va avoir tendance à avoir un petit effet de serre, et des fois il fait un peu moins froid quand c'est couvert, et plus froid quand le ciel est dégagé. Mais il n'empêche quand même qu'un ciel dégagé et que le soleil qui tape sur le sol et sur les plantes, ça va avoir aussi comme effet d'accélérer un petit peu l'évaporation de l'eau qu'il y a dans le sol, et on en revient, comme je vous le disais tout à l'heure, à ce problème d'eau, qui risque de stagner au niveau des racines. Donc quand il fait soleil, automatiquement cette évaporation va permettre d'assécher un petit peu le sol, beaucoup plus que si vous avez des pluies permanentes sous un ciel couvert pendant plusieurs jours. Donc le soleil va aider vos plantes d'une certaine façon à mieux résister à la chaleur. Donc une exposition sud par exemple est une exposition qui est beaucoup plus chaude ou moins froide, ça dépend hein, si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est une exposition donc qui est plus chaude qu'une exposition au nord par exemple. Attention cependant à l'exposition, certaines sont un petit peu plus risquées que d'autres, je pense en particulier à l'exposition est, qui est sans doute la plus difficile à gérer pour certaines plantes. On en parle souvent des camélias qu'il ne faut pas planter à l'est, pour quelle raison? Parce que pendant la nuit il fait très froid, les bourgeons, ce côté-là du jardin va être froid, ça va geler, et puis le matin le soleil va taper dessus brutalement, donc le dégel va être brutal. Et ces périodes de gel et dégel brutales peuvent avoir un effet très néfaste sur vos plantes et peuvent faire même avorter les floraisons futures que vous attendiez pour le printemps par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément mettre ces plantes-là au plein sud, parce qu'en été, en revanche, si vous avez mis au sud et qu'elles ne supportent pas d'avoir trop de chaleur et trop de soleil, elles vont en souffrir également. Donc on va plutôt préférer éventuellement une exposition au nord ou une exposition à l'ouest, parce que là, à ce moment-là, la température va progressivement remonter dans la journée et donc les bourgeons vont dégeler tranquillement, progressivement, et ils n'en seront pas affectés de la même façon. De la même façon, si ces plantes elles sont à l'est, mais que vous avez un arbre au-dessus ou quelque chose qui protège un petit peu des rayons du soleil et qui la nuit fait aussi office un petit peu de couverture, les résultats seront quand même moins catastrophiques que si la plante elle est exposée directement aux premiers rayons du soleil du matin en exposition est. En hiver, c'est bien connu, il peut neiger, pas dans toutes les régions, mais ça arrive quand même. Ici, il est arrivé qu'il neige, alors il ne neige pas très souvent, mais il y a des régions où il peut neiger beaucoup plus tôt qu'ici, c'est-à-dire que dès la fin de l'automne, on peut commencer à voir les premières neiges. Et là, on se pose la question de savoir si la neige, c'est bien ou c'est pas bien. Et beaucoup de jardiniers regardent la neige d'un mauvais œil, et on va voir que c'est pas aussi tranché que ça. Ce qui est vrai, c'est que la neige peut faire casser vos plantes. En particulier toutes les plantes à feuillage, enfin les arbres et les arbustes à feuillage persistant, donc qui conservent leurs feuilles en hiver, parce que ces feuilles représentent autant de surface possible sur lesquelles la neige peut s'accrocher, peut s'amasser. Donc le poids au bout d'un moment est pas supportable pour les branches qui finissent par casser. Donc là c'est quand même un petit peu dommage.
Alors ça c'est facile, dans une certaine mesure ça peut être facile à contrer, il suffit avec un bâton de tapoter les branches pour faire tomber la neige en excès. Alors évidemment on ne peut pas le faire sur des arbres qui sont très grands, mais sur tous les petits arbustes ou les buissons que vous avez dans le jardin, n'hésitez pas sur vos persistants en particulier à régulièrement enlever la neige de façon à ce que vos plantes ne souffrent pas de son poids. En revanche, la neige, elle peut avoir des effets bénéfiques. Alors en particulier sur les plantes qui sont plutôt vivaces et les bulbeuses qui sont dans le sol. Parce qu'en fait, la neige, quand elle se forme et quand elle se dépose sur le sol, enfin, elle est constituée d'eau, mais également d'air. Et donc on a une couche, un mélange d'eau et d'air qui finalement finit par créer une couche isolante. C'est-à-dire qu'une fois que la neige est sur le sol, et si l'épaisseur est assez importante en plus, même si l'air devient plus froid, cette couche isolante maintient le sol un petit peu à l'abri de ces températures encore plus négatives et protège les plantes qui y a en dessous. Alors bien sûr, inversement, si la neige tombe sur un sol qui est gelé, qui est très très froid, elle va avoir tendance à enfermer ce froid dans le sol, ce qui peut être aussi néfaste pour vos plantes. Donc c'est toujours une question d'équilibre entre les températures qu'il a fait avant de neiger, les températures qu'il fait pendant qu'il neige, les températures qu'il fait après la neige. Donc ça, vous pouvez l'observer facilement dans votre jardin. Vous avez peut-être déjà entendu cet adage assez célèbre chez les jardiniers, « neige en février vaut un bon fumier », ce qui laisserait supposer que la neige est un fertilisant naturel. Alors a priori, la neige, en se formant dans l'atmosphère, se chargerait en azote, et cet azote, elle le libérerait dans le sol au moment où elle fond. Et l'azote, c'est une matière nutritive très appréciée par les plantes. On en apporte même en tant que jardinier régulièrement, avec des apports par exemple de cornes broyées ou des choses comme ça. Alors cette croyance, a priori, elle est plutôt fausse. Des études récentes qui ont été synthétisées par le réseau Tela Botanica montrent qu'a priori ça ne se passe pas du tout comme ça et que il n'y a pas de libération réelle d'azote dans le sol et que l'effet fertilisant de la neige, c'est juste une croyance. Si ça vous intéresse d'en lire un petit peu plus à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la description, le lien vers l'article de Tela Botanica qui vous expliquera ça bien mieux que moi. En revanche, la neige, elle aurait deux avantages. Le premier, c'est qu'elle favoriserait la germination des graines par un processus qui s'appelle la vernalisation. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le fait que les graines germent plus facilement, quand la neige fond au printemps, tout repousse beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de force. Et donc on a l'impression en effet que la neige a eu un apport bénéfique en azote et a favorisé la végétation dans le sol en lui apportant des éléments nutritifs, alors qu'en fait elle n'a fait que réveiller des graines qui étaient en sommeil et qui, sans cette période de froid ou sans ce processus-là, n'auraient pas forcément germé. Et puis le deuxième avantage, c'est que la neige, au bout d'un moment, Dieu merci, elle fond, à moins d'habiter au sommet de certaines montagnes, la neige elle finit par fondre, et quand elle fond, en fait, elle se retransforme en eau, cette eau elle s'infiltre progressivement, doucement dans le sol, et elle peut abreuver les racines tranquillement. Contrairement, par exemple, à des pluies diluviennes qui vont, elles, avoir plutôt l'effet inverse. Alors bien sûr, elles vont peut-être abreuver un petit peu les plantes, mais elles vont aussi avoir tendance à lessiver, à entraîner avec elles les éléments nutritifs du sol, ce qui là n'est pas une bonne chose. La neige, c'est également un très bon indicateur pour connaître les différentes zones de votre jardin. On sait que dans un jardin, il y a des microclimats, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vont être plus chauds, d'autres qui vont être plus froids, d'autres qui vont être mieux drainés ou moins bien drainés, etc. Quand il a neigé dans votre jardin, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des endroits où la neige disparaît, fond en priorité, et d'autres où elle a tendance à persister un petit peu plus longtemps. Et bien ça nous donne une indication sur justement les endroits qui sont peut-être les plus chauds du jardin, là où la neige fond le plus rapidement. A priori, c'est souvent là où le soleil tape plus que dans d'autres zones où la neige va rester un petit peu, des zones qui sont un peu à l'ombre, qui sont plus froides. Et donc, on sait par exemple que telle plante sera peut-être plus à l'aise dans telle zone du jardin, parce qu'il y fait un petit peu moins froid, et si on la met dans l'autre partie du jardin, le froid va durer plus longtemps. On en revient toujours pareil à la durée du froid, au fait que la plante ait affronté le froid sur une période plus ou moins longue. Donc toutes ces indications-là, vous pouvez les mettre à profit pour installer vos plantes au bon endroit dans votre jardin. Allez, on va trouver un dernier avantage à la neige, c'est que tout simplement c'est beau, c'est un avantage esthétique. Souvent, quand il a neigé sur le jardin, on a une atmosphère un petit peu silencieuse, un peu feutrée, assez apaisante, et qu'en plus, elle va avoir tendance, cette neige, à révéler un peu la structure du jardin, en soulignant peut-être des inflorescences séchées, ou encore mieux, si vous avez pensé à en mettre des écorces décoratives, des floraisons hivernales. Alors d'ailleurs, je vous rappelle je vous avais fait une vidéo sur avoir un beau jardin en hiver, dans laquelle je vous proposais quelques plantes qui peuvent être sympas et qui peuvent apporter de la couleur et de l'intérêt à votre jardin, même en hiver. Je vous mets le lien au-dessus, je vous le mettrai également dans la description.
Tous ces facteurs qu'on vient de voir concernant la rusticité d'une plante, qu'il s'agisse du froid, de l'humidité, du vent, de l'exposition, etc., ben, vous pouvez et vous devez même les mettre à profit dans votre jardin pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors on ne peut pas grand chose sur la température en elle-même, quand il fait moins 10, on peut râler, mais il fera quand même moins 10, voire moins s'il y a du vent, etc. Mais par contre on peut développer des petites stratégies qui vont nous aider à augmenter la résistance de nos plantes au froid. Alors par exemple, la première chose qu'on peut faire, c'est de planter les végétaux qui semblent les plus fragiles au froid, qui sont les moins rustiques, dans les zones les plus chaudes du jardin. Donc on va choisir une exposition qui soit un petit peu plus chaude et éventuellement on va utiliser un mur, le mur de la maison. Donc vous avez déjà la chaleur de la maison qui, même si la maison est isolée, va quand même se diffuser un tout petit peu vers l'extérieur. Et puis vous avez également le soleil qui va taper sur ce mur. Alors ça peut être le mur de la maison, le mur d'une grange, un mur de séparation. Et le minéral a cette propriété d'emmagasiner la chaleur pendant la journée, même si c'est un tout petit peu, et va restituer cette chaleur pendant la nuit, ce qui fait que les plantes qui sont près des murs et bien exposées vont bénéficier de peut-être 1, 2, 3 degrés supplémentaires par rapport à une plante qui va être au bout du jardin. Et donc près du mur, près de ce mur à l'abri, elle va être capable de supporter plus facilement le froid et de passer plus facilement l'hiver. Deuxième chose à laquelle on va faire attention, c'est le vent, comme on en parlait. Donc on va éventuellement éviter de planter des plantes fragiles et sensibles au froid dans des expositions très ventées, dans des couloirs venteux qu'il y a dans le jardin, qui va toute la journée ou à certains moments de la journée va exposer les plantes à un froid ressenti beaucoup plus intense que des plantes qui seront à l'abri ailleurs dans le jardin. Alors vous pouvez utiliser un mur qui va bloquer un petit peu le vent, mais souvent le mur fait que l'air tourbillonne derrière, ce qui n'est pas forcément bon pour les plantes. Il vaut mieux préférer utiliser des brise-vents naturels, donc éventuellement des haies naturelles constituées d'arbustes. Alors ce qu'on sait, c'est qu'en général, si vous avez une haie qui fait 1 mètre de haut, elle va filtrer l'air sur à peu près 10 mètres linéaires à l'intérieur du jardin, dans le sens opposé au vent. Donc si vous avez votre haie et que vous avez les vents qui viennent de ce côté-là, de ce côté-là, vous allez avoir à peu près 10 mètres pendant lesquels l'air va être un petit peu filtré, donc vos plantes vont moins en souffrir. Alors ça peut être une haie, ça peut être également un bosquet d'arbres ou d'arbustes. On sait aussi que là, du coup, ça va protéger un petit peu les plantes qui se trouvent à l'abri du vent derrière ce bosquet d'arbres. Mais dans tous les cas, essayez d'éviter les expositions très venteuses pour les plantes les plus fragiles. Autre facteur hyper important, on l'a vu, c'est l'humidité du sol. Donc on va éviter de planter les plantes fragiles. Il y a des plantes qui détestent avoir les pieds, alors ce qu'on appelle les pieds dans l'eau, c'est-à-dire les racines dans des sols gorgés d'eau en hiver. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on utilise la topographie du jardin. On a des jardins qui sont un peu en pente, donc les plantes qui sont installées au sommet d'une pente ou d'un talus, automatiquement l'eau va beaucoup plus facilement être drainée. Par contre, celles qui sont situées dans les creux du jardin, là où toute l'eau s'accumule en hiver, vous imaginez facilement les dégâts que ça peut faire. Donc première possibilité, on utilise la topographie du jardin pour planter les plus fragiles dans les zones les plus drainées. On peut également soi-même aussi, dans un massif, rajouter de la terre et planter un petit peu en butte, de façon à ce que justement l'eau puisse facilement s'évacuer. Et puis on peut aussi utiliser des matériaux drainants qu'on va rajouter à la terre de plantation. Alors ça peut être du sable de rivière, c'est un sable assez grossier, pas un sable fin qui peut au contraire lui se compacter et ça peut être encore pire. Donc un sable grossier, on peut mettre également des graviers, on peut mettre de la pouzzolane, c'est de la pierre de lave. Enfin tous ces matériaux drainants qui vont faire que justement l'eau ne va pas rester au niveau des racines. Le voile d'hivernage est très utilisé par beaucoup de jardiniers pour protéger leurs plantes en hiver. J'en vois qui l'ont déjà installé ici alors qu'il n'a même pas gelé encore en prévision. Ils ont installé des voiles d'hivernage. Alors c'est un matériau synthétique, c'est une espèce de voile, un peu comme un voile de mariée qu'on va pouvoir mettre autour d'une plante en une ou plusieurs épaisseurs. Alors personnellement, je ne suis absolument pas fan du voile d'hivernage pour plusieurs raisons. La première qui est évidente, c'est que franchement, c'est moche, c'est franchement très laid. Un jardin où vous avez des plantes qui sont emballées comme ça, moi j'aime pas. Mais après, vous pouvez le faire chez vous si vous le souhaitez. Esthétiquement, je préfère avoir des branchages colorés, des choses comme ça. Deuxième inconvénient, c'est que un voile d'hivernage, surtout si vous avez emballé et un peu compacté le feuillage, on le fait souvent sur les plantes en pot par exemple, si vous avez emballé votre plante dans du voile d'hivernage, on le fait souvent avec les persistants, ce qui se passe c'est qu'en fait vous conservez quand même l'humidité à l'intérieur de cette espèce de cloche avec le feuillage qui est serré, l'air qui circule moins bien.
Et au final, il peut s'y développer des moisissures qui peuvent être encore plus néfastes pour la plante que le froid lui-même. Je connais des gens qui ont perdu, par exemple, qui avaient protégé des lauriers roses de cette façon-là et qui en fait ont quand même perdu leur laurier. Alors c'était pas le froid, simplement qu'il y a des moisissures, des champignons qui sont développés et qui ont fait beaucoup de mal à la plante. En plus, un voile d'hivernage, il faut le gérer. C'est-à-dire que normalement vous l'installez en effet quand il va faire très froid pour protéger votre plante, en faisant attention donc à pas trop faire toucher le feuillage, donc éventuellement en construisant un cadre avec des morceaux de bois sur lesquels vous posez votre voile d'hivernage, mais normalement dès qu'il y a un petit redoux, il faudrait enlever le voile pour de nouveau laisser la plante respirer, l'air circuler, l'humidité s'évaporer. Alors si vous avez 2 ou 3 plantes sur la terrasse ou sur le balcon à protéger, ça peut être jouable, et encore, mais si vous avez beaucoup de plantes à gérer, ça devient un petit peu plus problématique, ça demande beaucoup de manutention, et puis il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire que avec les journées qui raccourcissent et avec les emplois du temps qu'on a par rapport à notre travail par exemple, on ne va pas pouvoir forcément toujours intervenir au bon moment. Et donc on ne va pas enlever le voile quand il faut, on ne va pas le remettre au bon moment, enfin finalement ça devient vite un esclavage, de mon point de vue. Donc c'est pas quelque chose que je fais. Alors bien sûr ici j'ai pas tellement de problème de gel, même s'il y a des plantes qui peuvent souffrir du gel, c'est vrai que c'est pas le problème principal et je peux comprendre que dans des régions où il fait beaucoup plus froid, on ait envie un petit peu de préserver certaines plantes. Cela dit, je pense qu'il faut aussi y réfléchir à la question de savoir est-ce que j'ai choisi une plante qui est vraiment adaptée à mon climat? Est-ce qu'il n'y a pas une plante qui pourrait lui ressembler et qui serait beaucoup plus adaptée justement à mes hivers rigoureux? Un conseil par contre que je vais vous donner, et là je vous conseille vraiment de le faire, c'est de pailler le sol, de pailler vos plantes. Alors pailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement mettre au pied de la plante, au pied de l'arbuste, une certaine couche, une certaine épaisseur de plusieurs centimètres, de matériaux qui soient des matériaux organiques. Alors par exemple ça peut être des feuilles mortes que vous ramassez en automne, ça peut être du BRF, le bois rémel fragmenté, c'est-à-dire c'est des bois qui ont été broyés et qui servent de paillage. Ça peut être également du paillis que vous allez trouver dans le commerce, comme les écorces de pin, la paillette de lin, l'écosse de cacao, enfin il y a plein de possibilités qui existent. Ce paillage, il va créer une couche isolante. Dans un premier temps, il va créer une couche isolante qui va empêcher le froid de pénétrer trop profondément dans le sol. Et puis deuxième avantage, c'est qu'en se décomposant, ces matériaux-là, ils vont nourrir le sol et donc, par effet rebond, ils vont également nourrir vos plantes. Après, on ne peut pas utiliser de paillis organique avec toutes les plantes, parce que certaines plantes détestent avoir le collet dans l'humidité. Alors le collet, c'est quoi? Dans une plante, vous avez les racines, et puis vous avez les parties aériennes. Et le collet, c'est la jonction entre les racines et les parties aériennes. Et cet endroit, le collet, peut souvent être fragile, en particulier chez certaines plantes, et il faut le garder au sec. Alors dans ce cas-là, déjà quand vous mettez le paillis, vous ne l'entourez pas le collet, vous laissez quelques centimètres autour pour le laisser respirer. Et puis il y a d'autres plantes, on va carrément choisir un paillis minéral, comme par exemple des ardoises ou des graviers, ou de la pouzzolane à nouveau, parce que justement ce sont des matériaux qui ne vont pas conserver l'humidité et qui vont tout de suite l'évacuer dans le sol, et donc pas au niveau du collet. Encore un point qu'on peut prendre en considération, c'est que en fonction, même dans la même région, en fonction de l'endroit où vous habitez dans cette région, vous pouvez avoir des différences de température qui peuvent être sensibles. Par exemple, je me rends compte moi que quand je vais en ville, parce que moi je suis à la campagne, quand je vais dans la ville voisine, à Pau, le thermomètre de la voiture m'indique souvent une différence de 2-3 degrés en hiver, où il fait un petit peu moins froid en ville. On en revient tout à l'heure au principe des matériaux qui ont tendance à emmagasiner donc tout ce qui est bitume, etc., béton, emmagasine la chaleur et la restitue. On a en plus de ça, bien sûr, les chauffages des appartements et des maisons, plus les gaz d'échappement des voitures. Alors, c'est pas forcément bon pour la planète, mais tout ça, ça crée automatiquement un surcroît d'énergie qui fait généralement un petit peu moins froid en ville qu'à la campagne, ce qui fait que certaines plantes que je pourrais éventuellement pas cultiver chez moi, mon voisin qui habite à 10 km en ville, lui, pourra éventuellement les cultiver, d'autant plus s'il est sur un balcon abrité, en plein soleil, etc. Donc il y a des facteurs qui peuvent comme ça se cumuler et qui peuvent augmenter légèrement la possibilité qu'aura votre plante à résister à l'hiver. Alors justement, on parlait des balcons et des terrasses, on peut cultiver plein de plantes dans des pots. Et comme on l'a vu plus tôt, les pots peuvent être plus sensibles au gel les plantes en pot peuvent être plus sensibles au gel que les plantes en pleine terre, puisqu'il y a beaucoup plus de surface exposée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà regrouper les plantes entre elles.
parce qu'ensuite on les regroupe, on forme une espèce de petite forêt, et qu'elles vont se tenir chaud, si on peut dire, les unes les autres, filtrer le vent les unes pour les autres. On met éventuellement les plus fragiles au centre de cet îlot qu'on a créé avec les pots. Et on les place, si possible, pareil, contre un mur, dans une zone qui est plutôt protégée du vent et qui est plutôt bien exposée, en faisant, cela dit, attention à ne pas les serrer trop les unes contre les autres. On en revient toujours au principe de l'air qui doit continuer à circuler pour éviter les maladies cryptogamiques. C'est pas facile à dire ça. De la même façon, si vous avez des plantes en pot que vous avez installées sur des sous-coupes qui servent de réserve d'eau pendant l'été, donc ça peut être une bonne chose. Par contre, en hiver, en général, les pluies naturelles suffisent. Dans la majorité des cas, on va dire. Donc, pour éviter que les racines trempent dans l'eau, on va déjà enlever l'eau qu'il y a dans la soucoupe, on va retourner la soucoupe et on va poser le pot par-dessus. Donc comme ça, l'eau ne va pas stagner au niveau des racines, et puis la soucoupe retournée va faire un petit isolant qui évitera au froid de pénétrer directement par le pot à l'intérieur du substrat et aux racines. Et puis s'il y a vraiment des plantes qui sont trop frileuses pour rester dehors, il va falloir les hiverner, c'est-à-dire les rentrer. Alors faites attention, si vous passez une plante qui est habituée et qui est faite pour vivre dehors, si vous l'installez dedans, dans un endroit, dans le salon qui est surchauffé, près de la cheminée ou près d'un radiateur, ou même si la température est de toute façon générale trop élevée et trop sèche, vos plantes vont en souffrir, elle peut perdre ses feuilles, elle peut même finir par en mourir. Donc on va préférer, si on en a une serre non chauffée, ça suffit généralement. Ou éventuellement ça peut être une pièce de la maison qui va être assez claire et qui ne va pas être chauffée, mais qui sera quand même hors gel. On va éviter que les températures descendent en dessous de zéro. Donc pour certaines plantes, il y en a d'autres qui peuvent supporter un petit peu de froid, on l'a vu tout à l'heure. Et puis bien sûr, le premier conseil que je pourrais vous donner, je vous le donne à la fin parce qu'il résume un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est que le principe c'est, comme le disait Beth Chatto, qui était une jardinière anglaise émérite, planter la bonne plante au bon endroit. C'est-à-dire on va choisir une plante en fonction de son climat et en fonction de son sol drainé ou pas, sol acide, etc. Mais ça, c'est pas non plus le propos. Cela dit, je vous conseille vraiment d'apprendre à connaître votre sol, à savoir quel type de sol vous avez, de quoi il est composé, quelle est son acidité. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous proposais de faire, je crois qu'il y avait 4 petits tests pour connaître, c'est des petits tests faciles, pas chers, il y en a même certains qui sont carrément gratuits, que vous pouvez faire avec les enfants. Donc des petits tests pour connaître la nature de votre sol, ce qui va aussi vous permettre de ne pas vous planter au moment où vous allez choisir une plante et de ne pas choisir une plante qui est complètement inadaptée à votre jardin. Alors finalement, le froid, est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une plaie? C'est un petit peu les deux. De nombreuses plantes ont besoin de ces périodes de froid pour continuer à se développer, à vivre correctement. C'est ce qu'on appelle la vernalisation. Tout simplement parce qu'il y a des processus chimiques qui se mettent en place, que je suis incapable de vous expliquer, je n'ai pas la formation pour, mais cette vernalisation, ces périodes de froid vont permettre à la plante justement de redémarrer correctement au printemps suivant, de fleurir, de fructifier correctement. Et on remarque depuis quelques années que certains hivers très doux, justement, ont un impact sur la capacité de certaines plantes à produire correctement l'année suivante. Donc pour ces plantes qui sont vraiment sensibles à ce manque de froid, il y a des plantes qui ont vraiment besoin du froid, celles-là on va plutôt essayer de les installer dans un endroit qui soit un peu plus froid dans le jardin, justement pour leur permettre de vivre cette période dont elles ont besoin. Bien sûr, pour les plantes fragiles et frileuses, donc je crois que vous avez eu pas mal de petits conseils qui vous permettront éventuellement de les conserver d'une année sur l'autre et puis de les tirer un petit peu vers le haut au niveau de la rusticité en vous disant celle-là a priori elle n'était pas trop faite pour mon jardin, mais yes, j'y suis quand même arrivé en respectant certains petits principes. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses utiles sur la rusticité des plantes et comment gérer votre jardin en hiver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes qui arrivent bientôt. Noël est proche et je vous dis à très vite. Ciao!